tout d'abord, merci beaucoup de cette initiative et je vous encourage beaucoup par rapport à ce que vous avez fait, le Comore Initiative. C'est une bonne initiative pour encourager les Comoriens, surtout les jeunes, de s'intéresser avec les produits, des rentes, surtout les produits que nous produisons sur place. Donc c'est une bonne idée qui donne l'opportunité à des gens de s'expliquer par rapport à ce qu'ils font. Bon, par rapport à moi, donc je vous explique, moi je m'appelle Mahmoud Aboud, je suis diplomate de carrière, je suis d'un Soudjini. J'ai fait ma carrière depuis 1996, j'étais diplomate auprès des Nations Unies, auprès de la mission permanente. Je fais à peu près 15 ans là-bas. Avant d'être nommé ambassadeur itinérant en Asie et après ambassadeur résident à New York, qui couvrait la sous-région Japon, Malaisie, Indonésie, Singapour, la Thaïlande. Donc j'étais ambassadeur là-bas pendant plus de 8 ans. Et là, je suis rentré, ça fait plus ou moins 1 an et demi. Je suis au Comores, maintenant je suis installé au Comores. Mais avant de rentrer, avant de terminer ma mission, depuis plus ou moins 5 ans, je me suis beaucoup intéressé par la production de l'ilang-ilang. Ce n'est pas mon domaine, puisque formation, je suis administrateur, puisque j'ai une maîtrise de langue et j'ai aussi un master de relations internationales de l'Université de New York. Donc ce n'est pas mon domaine, mais je suis quand même intéressé avec les produits, comment est-ce que je peux aider le pays. Donc lorsque j'étais diplomate en Chine, j'ai essayé de faire le nécessaire pour comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le pays, pour développer le pays. Donc je me suis dit, il y a le produit que nous produisons. Nous sommes le premier producteur mondial de l'ilang-ilang. Madagascar est le deuxième, donc il y a plus ou moins 2 pays qui produisent l'ilang-ilang. Je peux dire que l'ilang-ilang de Comores, l'huile d'ilang-ilang de Comores est le meilleur. C'est l'huile de référence de l'ilang-ilang qui est utilisée dans le monde. Donc pour le moment, je suis dans le domaine, je produis, je distille de l'ilang-ilang, ça fait quelques années, 2-3 ans. Et je suis aussi intéressé par la distillation des autres produits, des rentes qu'on produit au Comores, qu'on peut distiller. J'ai commencé à distiller du clou de girofle, du citronnelle, que j'ai déjà distillé, commencé à distiller. Et surtout, on a commencé récemment de distiller du gingembre, l'huile de gingembre qui est un très bon produit pour les cosmétiques. Donc nous avons beaucoup de produits de valeur. Malheureusement, on n'arrive pas à mettre en valeur ces produits qui sont produits trop demandés à l'extérieur. Bon, en termes de quantité, comme je viens de commencer, comme vous le savez, donc je disais que je suis très intéressé par les langues. Malheureusement, bon, la Grande Comore, la plantation de l'ilang-ilang a été détruite, bon, puisque c'est un problème de prix ou de produits. Bon, donc, la production de l'ilang-ilang est restée uniquement en juin, majoritairement en juin et à Mouéli. Donc à la Grande Comore, comme je n'avais pas de plantation, j'ai commencé à planter moi-même. Ça fait 4 ans que j'ai commencé à planter, puisque je pense que bon, c'est une bonne idée de recommencer à planter à la Grande Comore, puisque à la Grande Comore on avait beaucoup de plantations. Il y a beaucoup plus d'espace qu'en juin qu'en Mouéli. Donc j'ai commencé à replanter, donc j'ai à peu près quelques hectares. Mais pour le moment, j'ai loué des plantations, les seules plantations qui restent déjà à la Grande Comore, à Mitsamihuli. Et c'est là où je commence à distiller. Même là-bas, il y a des plantes qui commencent à être détruites. Moi, je suis allé, j'ai loué. Et c'est là où j'ai commencé à distiller des huiles essentielles d'ilang-ilang. Pour moi, l'idée, c'est je me suis intégré dans la filière
c'est d'essayer d'aider les cultivateurs, puisque voilà, on a un produit qui a une très grande valeur, mais on a détruit les langues de la Grande Comore surtout, quoi. Il reste les plantations d'Anjouan et de Moélie. Donc j'ai initié le projet pour recommencer à encourager surtout les gens de replanter les langues. Donc pour le moment, j'arrive à produire quelques centaines de litres, mais au fur et à mesure, je pourrais produire plus. Justement, c'est ça ce que je disais, quoi. Donc pour moi, l'idée, c'est d'encourager les gens. Il n'y a pas beaucoup de gingembre, il n'y a pas beaucoup de citronnelle, mais avec les expériences qu'on a fait, j'ai encouragé beaucoup de gens de commencer à planter. Par exemple, à Dibouani, les gens commencent à planter. On a pris les gingembres de Dibouani pour faire des essais, on les a envoyés ici en France pour analyser. On nous a dit que l'huile de gingembre des Comores est meilleure que l'huile de Madagascar, même de la Réunion, et l'île Maurice. Donc on a le meilleur, mais on ne produisait pas. On produisait que le gingembre pour manger ou pour boire du thé. Donc du coup, j'ai encouragé les gens, puisque les gens ne plantent pas. Ils ne plantent pas puisqu'ils ne savaient pas où ils vont amener ça, où ils vont écouler leur marché. Donc ça, c'est d'un. Par exemple, pour les citronnelles. Pour les citronnelles, j'ai commencé moi-même à planter, puisqu'il n'y en a pas. Les gens plantent ça, des petites plantations autour de maisons pour boire du thé ou bien. Mais pourtant, on peut produire des huiles qu'on peut le mettre en valeur sur place, même pas pour exporter, uniquement sur place, puisque les huiles du citronnelle, c'est un très très bon produit contre les moustiques. Déjà, nous, on a moustiques en quantité industrielle qu'on peut produire des produits sur place avec du citronnelle et qu'on a essayé. Justement, j'ai pris des étudiants de l'université de Comores. Ils ont fait une expérience avec le citronnelle que nous avons distillé et bon, les résultats étaient magnifiques. Il y a un type de citronnelle qui tue carrément les moustiques. Au Comores, il y en a qui chassent les moustiques. Donc on a un produit qu'on peut mettre la valeur sur place, même pas pour exporter. Et ça, c'est l'idée. L'idée pour moi, c'est d'essayer d'encourager les gens, les cultivateurs, de planter des produits qu'on peut mettre en valeur sur place. Donc parmi tant d'autres, voilà l'huile de citronnelle. Bon, comme vous le savez, comme je disais, les langues, par exemple, la vanille et clou de girofle. Là, les langues, nous sommes le premier producteur mondial. On produit 60% de production mondiale. Une production mondiale à peu près une centaine de tonnes. Et nous, on produit 60%, donc c'est une quantité non négligeable. Le produit des langues, l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, c'est à peu près 11% du PIB de Comores, 11 à 15%. Donc c'est un produit qui pourrait être très intéressant pour l'économie des Comores. Malheureusement, il y a des organisations, du secteur, fait que on n'arrive pas à organiser le secteur de la production du langue-langue. Du coup, le produit qu'on produit sur place est acheté par des étrangers, mais pas des Comoriens qu'ils achètent pour aller vendre. À l'époque d'Abdallah, à l'époque de Mohamed Ahmed, ainsi de suite, c'est eux-mêmes qui achetaient des producteurs pour aller vendre à l'extérieur. Même si c'est des étrangers qui achetaient à l'extérieur, mais c'est eux-mêmes qui vendent. Mais maintenant, la personne qui achète les huiles de langue des Comores ici en France, c'est la même personne qui achète, qui est collecteur chez les cultivateurs aux Comores. Donc il achète, il fixe le prix comme il veut pour se vendre en France ou à l'extérieur. Donc du coup, ça devient un domaine qui est un peu désorganisé. Bon, il n'y a pas une structuration par le gouvernement. Par exemple, la vanille, c'est le gouvernement qui fixe le prix. Le clou de girofle, c'est le gouvernement qui fixe le prix. Mais les langues, il n'y a personne qui fixe le prix.
C'est qu'un étranger qui fixe le prix, ou bien moi, je peux amener mes huiles, j'ai un client, je les vends. Donc du coup, quand il y a une surproduction à l'extérieur, donc sur place, on n'a pas beaucoup le produit n'a pas de valeur, puisqu'il n'y a pas de structuration de prix ou plafonnement de prix sur place par le gouvernement. Bon, oui, c'est une bonne idée. Pour juste une anecdote, vous savez, jusqu'en 1975, les Comores produisaient à peu près 30 produits sur place. 30 produits qu'on exportait, qu'on cultivait sur place, qu'on produit sur place. Je peux vous citer, bon, tout le monde le sait, le copra, le Sicile, beaucoup de choses. Bon, maintenant, il ne reste que 3 produits. Ylang-ylang, vanille et clou de girofle. Pourtant, il y a beaucoup de produits qu'on peut produire sur place. Donc, l'idée d'avoir le bureau de ces produits de rente ensemble, c'est une bonne idée. Mais toujours est-il, il faut trouver des gens qui sont du domaine. Puisque l'ylang est différent, la production des huiles des ylang est différente des produits de la production de la vanille et le clou de girofle. La vanille, on produit une fois par an. Une fois par an, pendant 3 mois, tout le monde est occupé par la production de la vanille. Le clou de girofle, c'est la même chose. Mais l'ylang, c'est pas la même chose. L'ylang, la production, c'est annuel, sauf quand il pleut. Donc, il faut quelqu'un qui s'y connaît, qui est dans le domaine de l'ylang-ylang, qui connaît bien la production de l'ylang-ylang et les problèmes de l'ylang. Parce que l'ylang, c'est différent de la vanille. La vanille, vous plantez les gousses, comment dirais-je, les lianes. Et puis après, bon, il faut juste la pollination, quoi. Mais l'ylang, il faut cultiver les champs, il faut préparer les champs, il faut couper les bras, et les arbres et tout ça. Donc il y a beaucoup de travail. Donc il faut quelqu'un qui est du domaine. Ylang et la vanille, c'est la même chose. La préparation, le séchage, ainsi de suite. Le clou de girofle, c'est la même chose. Il y a le séchage, et ainsi de suite, quoi. Donc c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative, mais il faut qu'on trouve des gens du domaine. Il ne faut pas nommer des gens, puisque bon, moi je suis un vendeur du clou de girofle à Volo. Je peux être le directeur du secteur de produits de clou de girofle, quoi. Ou bien moi je produis le ylang et je peux être le directeur de la vanille, quoi. Donc voilà la différence. C'est une bonne idée, mais il faut trouver les bonnes personnes qui pourraient gérer tout ça. Alors, on dit aussi que le problème des Comoriens, c'est le marché international. On ne maîtrise pas les filières, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et surtout, on n'a pas de laboratoire national de contrôle qualité. Comment on peut résoudre ça? Oui, ça c'est vrai. Donc pour nous, on produit des produits, il faut qu'on les envoie à l'extérieur pour l'analyse, ainsi de suite. Donc du coup, il y a une partie des produits comme l'ylang qui est fraudée, quoi. Donc du coup, ça baisse la valeur ou la valeur de nos produits, quoi. Donc ça, c'est un handicap pour nous. Mais il paraît que le gouvernement japonais, c'est pas le cas pareil, le gouvernement japonais a financé un laboratoire national pour nos produits qu'on peut les analyser sur place. Pour la vente de produits à l'extérieur, voilà, comme je viens de souligner, il y a un problème de structuration dans certains domaines et du coup, il faut que le gouvernement s'intéresse dans le domaine de la structuration de produits, surtout les 3 produits qu'on a, quoi. Donc là, c'est vraiment nécessaire et capital le soutien du gouvernement est capital. Sans le soutien du gouvernement, on ne peut rien faire, on va toujours dépendre aux étrangers qui viennent acheter nos produits. Bon, il y a ça, et aussi les acheteurs, les exportateurs, on n'a pas beaucoup, je peux dire qu'il n'y en a pas, des Comoriens. Il n'y a que des étrangers qui exportent. Ouais, je crois qu'il y a 4-5 exportateurs, par exemple de l'ylang, et c'est des étrangers. Ouais, bon, il y a 1 ou 2 personnes qui exportent, quoi. C'est tout. Les autres, ce sont des étrangers. Donc, eux, ils viennent, ils achètent, ils collectent avec le prix qu'ils fixent.
Ils savent que bon, il y a un cultivateur a un problème, je fixe le prix comme je veux et il achète. Le cultivateur n'a pas le choix puisqu'il ne peut pas manger, il ne peut pas boire l'huile de ylang-ylang, il est obligé de le vendre. Donc voilà, bon, il faut une régulation, une structure de régulation des prix comme la vanille, comme le clou de girofle, ainsi de suite. Bon, ça, je sais qu'il y a des gens qui commencent à faire la transformation. Je connais pas mal de gens qui sont sur place, il y a ceux qui sont ici. Pour la transformation sur place, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup de contrôles. Par exemple, il faut un laboratoire. Je ne peux pas fabriquer un produit sur place et que je n'ai pas un endroit pour aller contrôler. Qui va acheter un produit qui n'est pas contrôlé? Et ça, c'est un handicap pour nous. Voilà. Je peux produire tout ce que je peux, bon, disons parfum, tout ce que je peux, les crèmes, ainsi de suite, mais je dois le contrôler. Et si je l'envoie en Europe, ça va me coûter cher, ou bien en Asie, ainsi de suite, quoi. Donc du coup, ça décourage les investisseurs. Quelqu'un qui peut investir, fabriquer du parfum, made in Comoros. Mais le problème, c'est qu'il y a une infrastructure qu'on doit installer. Et qui doit installer ça? C'est les investisseurs, ou bien si le gouvernement peut encourager de le faire. Si le gouvernement peut avoir, par exemple, construire un laboratoire, mais maintenant il y a le Japon qui va construire. Donc voilà quoi. Ça c'est un des handicaps. Il faut des infrastructures installées sur place déjà. Ouais. Ou bien l'autre option, c'est de fabriquer une partie à l'étranger, comme on fait pour la délocalisation. On fabrique une partie, bon, disons en France. Et l'autre partie, on peut le mettre en paquet aux Comores ou bien mélanger aux Comores. Et c'est un produit qui serait made in Comoros, puisque pour la production qu'il soit made dans un endroit, il faut que ce soit, il y a un pourcentage, je crois que 60%. Donc si on peut avoir 40% d'un produit fabriqué ici en France, et le reste, le packaging et le reste qu'on le fait aux Comores, ça pourrait être un produit made in Comoros, puisque c'est déjà contrôlé en France. Normalement, il devait être opérationnel depuis cette année, je crois, ou bien depuis l'année dernière, mais vu le retard administratif, donc ça traîne, quoi. Donc je ne sais pas si ça continue ou bien pas, je ne sais pas exactement. Bon, pour le moment, donc avec le Covid et tout ça, donc on a vraiment diminué. Et nous, c'est pas question d'employer, puisque nous, on encourage les gens qui produisent et qui nous ont. Donc on peut pas dire qu'on a des gens qui travaillent avec nous, puisque pour nous, c'est d'aider les cultivateurs de produits, puisque c'est pas dans nous. C'est pas la production, nous, c'est juste la distillation et c'est tout. On n'a pas de produits de rente à produire, quoi. On essaie d'aider les gens à mettre en valeur le produit, parce qu'on n'a pas de champ de production. Par contre, nous, la différence, c'est que nous, on n'utilise pas du bois pour la distillation. Donc, une des choses qu'on a introduit, c'est de distiller avec du pétrole. Bon, on ne peut pas dire que c'est moderne puisque c'est des équipements qui utilisent uniquement le pétrole. La seule chose qu'on a changé, c'est qu'on n'utilise pas du bois, quoi. On utilise du kérosène avec des alambics fabriqués à l'étranger. On ne le distille pas sous les cocotiers ou sur un bananier, mais on a fait un hangar en bonne et due forme et tout ça. Donc c'est la seule différence, quoi. Bon, vous pouvez aller visiter ou je peux vous envoyer des vidéos pour voir la différence entre la production et la distillation sous un cocotier ou bien la distillation qu'on fait chez nous.
Bon, c'est vrai, c'est un produit qui est très fragile. Des fois, ça dure pendant peut-être quelques heures après la cueillette. Donc, il faut vraiment des gens spécialistes qui connaissent comment l'entretenir. Et donc, ça, c'est le problème majeur. Le problème majeur, c'est que d'avoir la distillerie sur place, là où il y a les plantations. Donc, sinon, si on a la distillerie un peu plus loin, le transport et tout ça, ça risque d'abîmer les fleurs. Donc, c'est une fleur qui est trop fragile. Oui, ça c'est un produit. Bon, il y a beaucoup de choses. Comme je disais auparavant, qu'on avait 30 produits. Du citronnelle, du noix de muscade, on peut distiller, comment on appelle, de racine, je ne sais pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Cannelle, de la cannelle, ainsi de suite. Là, on peut distiller. Même le clou de girofle, on peut distiller, mais on ne le distille pas. Parce qu'il n'y avait pas de marché, les gens ne savent pas, ainsi de suite. Mais ce sont des produits qu'on peut distiller sur place. Je disais par rapport à gingembre, c'est un très bon produit pour la cosmétique. Les gens ne savaient pas. Bon, c'est vrai, géranium, ça coûte cher. C'est un produit qui coûte cher, qu'on produit beaucoup au Rwanda, qu'on vient d'introduire. On vient d'introduire au Rwanda et au Comores, il y en a, mais les gens ne distillent pas. Parce que le problème des géranium, c'est qu'il faut une grande quantité pour avoir les huiles. Bon, il y a ça aussi. Il y a aussi un problème d'analyse de produits. Bon, nous, par exemple, le gingembre qu'on a distillé cette année, on était obligé de l'envoyer en Europe pour les analyses et tout ça. Donc tout ça, ça coûte un peu. Donc il y a beaucoup de choses. Et il faut les clients, il faut le marché, tout ça. Donc voilà. Moi, j'ai essayé de voir les gens de Mvuni pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient produire en quantité industrielle pour qu'on puisse distiller aussi. Il y a toujours des marchés, je reviens toujours sur le même point, il faut un l'appui du gouvernement. Parce que par exemple, dans ce domaine, moi je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais ambassadeur en Chine, j'essayais d'encourager les gens d'acheter le produit Lilang-Ilang. Mais il y a des gens au sein du gouvernement qui n'ont pas compris, qui disaient que j'étais là pour faire de vendre des produits mes produits à moi. Moi, je vends, les ambassades sont là pour vendre les produits du pays. Mais chez nous, les gens ne comprennent pas. Donc, dans les pays de la Ligue arabe, c'est ça. C'est les ambassades qui devaient montrer aux gens ce que nous en avons. Nous, on n'a pas ça. On n'a pas ces outils qu'on nous donne. On ne nous donne pas ces genres d'outils pour la promotion de nos produits. Et quand on fait ça, les gens disent que non, lui, il fait du commerce au lieu de faire de la diplomatie. Et la diplomatie, c'est ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Et donc, on n'a pas ces outils au sein des ambassades pour encourager la production. Donc, il faut qu'un producteur ou bien l'exportateur lui-même fasse le voyage et tout ça pour aller chercher les marchés. Parce que dans ces pays, il y a des expositions, il y a toujours des foires et tout ça. Et ça, il faut qu'on a des appuis du gouvernement pour qu'on puisse participer, des informations de produits. L'ambassade, par exemple, aux Émirats, il n'a pas d'informations sur la vanille, sur les langues. Comment est-ce qu'il peut aller vendre le produit dans les pays arabes? L'ambassade en Arabie Saoudite, il ne connaissait même pas la production de la vanille ou de l'élan. Comment est-ce qu'ils pouvaient vendre le produit dans les pays arabes? Les Arabes, ce n'est pas eux qui vont venir le chercher. Ils vont aller à l'ambassade demander des informations. L'ambassade, on n'en a pas. Bon, ils vont ailleurs, quoi. Ils vont aller à Madagascar, ils vont aller en Ouganda, ou je ne sais pas où, en Inde pour acheter, ou en Indonésie. Au lieu d'aller jusqu'en Indonésie, vous voyez dans les ambassades, ils ont leurs produits. Passez dans les autres ambassades, dans chaque ambassade, ils ont le produit local. Les gens qui passent, les touristes qui prennent les visas, ils savent que bon, dans ce produit, dans ce pays, je peux acheter ça, ça et ça. Nous, on n'en a pas ça. On n'a pas cette structure dans les ambassades. Et quand on fait ça, les gens bon, je ne dirais pas ce que j'allais dire, mais voilà quoi.
C'est ça qui manque. Et moi, quand j'étais en Chine, surtout, je voulais, à l'époque, il y avait le ministre Amin, je voulais qu'on essaye de structurer notre diplomatie autour de la diplomatie économique. Mais malheureusement, personne ne comprend ça. Bon, et le problème c'est que ce n'est pas uniquement dans l'agro-transformation, c'est presque dans tout quoi. Bon, il y a manque de volonté des gens sur place pour aider les autres à s'introduire. Les gens qui arrivent avec le peu d'argent qu'ils ont, essayer de s'investir, on les décourage, ils partent. Donc moi je peux dire qu'il faut que les gens continuent, peut-être un jour ça va changer. Mais pour le moment, c'est notre handicap, qu'il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de secteur qui encourage, sauf maintenant, il y a la Chambre de commerce qui encourage les gens de venir, mais investir, mais il n'y a pas un accompagnement. Les gens ne sont pas accompagnés. Pour le moment, par rapport au problème de Grasse, la production de Grasse, c'est que Grasse est la capitale mondiale de la parfumerie. Et ces gens, les Indiens, les Japonais, moi j'essayais un peu partout, les Indonésiens, les Maliens, ils ont beaucoup plus confiance avec la production ou bien la transformation des produits de Grasse, puisqu'ils savent que c'est la capitale mondiale de Grasse. Et puis il y a une question d'assurance aussi, quoi. Parce qu'ils savent que bon, si je vais à Grasse, je vais trouver le produit. Je ne peux pas aller directement aux Comores ou bon, disons par exemple aux Comores, aller acheter des produits et dans un mois ou dans 10 ans ou dans 5 ans, il y a une rupture de production à cause d'un problème politique ou bien à cause d'un... Je ne sais pas quoi qui s'est passé au pays, quoi. Mais par contre, à Grasse, c'est sûr, ils vont avoir le produit. C'est une question d'assurance aussi, quoi. Oui, donc par exemple, je disais l'accompagnement du secteur de l'agriculture. Je donne un exemple, l'agriculture est un domaine très important pour les Comores. Et pourtant, jusqu'à présent, on a essayé de créer une chambre d'agriculture. Jusqu'à présent, cette chambre n'existe pas. Ça existe sur le papier, mais en physique, la chambre n'existe pas. Et ça, c'est parmi le manque d'accompagnement que je disais auparavant que ça, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Et partout, dans tous les pays, il y a une chambre d'agriculture pour accompagner, mais pas une chambre d'agriculture qui est très active. Il y a des chambres d'agriculture, mais pas vraiment une chambre d'agriculture qui pouvait aider, qui pouvait encourager, qui pouvait accompagner les agriculteurs. Et ça, c'est parmi les structures que je disais qui manquent au pays et que le gouvernement doit encourager ça. Et c'est une structure qui doit exister. Je voulais encourager les gens de venir investir aux Comores. Essayer, c'est pas facile, mais il faut qu'ils viennent investir. Il faut essayer de se battre pour changer un peu de ce qui se passe au pays. Et aussi, il faut un accompagnement du gouvernement. Ça, c'est une question primordiale. Sans cela, sans l'accompagnement du gouvernement, je peux dire que c'est vraiment, vraiment difficile. Merci à vous. Kawadani kamwamba kweli